On va donc aller directement dans le vif du sujet avec, avec notre collègue, Dr Alexandre Jeudi, qui est psychiatre. Donc, je vous ai mis son mail si vous avez des questions à lui poser par la suite. Cette présentation sera envoyée après sous forme d'un PDF à tout le monde. Elle sera partagée. Les psychothérapies. Donc, on va faire juste un petit peu de généralité. Vous connaissez tout ça. La psychothérapie, c'est très ancien, depuis l'Antiquité. L'humanité s'est toujours engagée à essayer de mieux comprendre et améliorer sa santé mentale. On a des centaines de techniques. On va juste revenir faire une petite définition sur ce que c'est la psychothérapie. Bon, ça, vous êtes tous au courant. C'est la thérapie par la psyché. On traite ou on accompagne une ou plusieurs personnes souffrant de troubles psychologiques. Des troubles psychologiques, des troubles psychiques, mais aussi des troubles psychosomatiques ou somatiques. C'est un contrat donc, entre une personne et un psychothérapeute ou une psychothérapeute. C'est une profession qui est réglementée. On a des centaines de techniques de psychothérapie, donc je ne vais pas toutes vous les citer. Elles ont toutes plus ou moins été étudiées et donc prises en charge par un ou une psychothérapeute qui peut être psychologue, psychiatre, médecin non psychiatre, voire psychanalyste, membre d'une asso reconnue. Alors là, j'aimerais bien juste revenir là-dessus. Donc, en gros, pour être psychothérapeute, Alex et Lorraine, il faut donc avoir validé un cursus avec… Alors, effectivement, ce qui est dit, c'est, voilà, on en discutait tout à l'heure avec Lorraine, c'est 400 ou 500 heures, je crois, de pratique avec un stage, etc. Donc, on est vraiment sur une formation qui demande une implication. De notre côté, en tant que psychiatre et psychologue, effectivement, on est de fait, on a le titre de psychothérapeute, mais effectivement, il faut faire un peu le distinguo avec tous les gens on va dire, qui se présentent comme thérapeutes et qui peuvent avoir fait des petites formations ici ou là. Voilà, c'est pas forcément. Donc, il faut un peu faire le distinguo pour savoir la formation qu'il y a eu derrière, surtout ça. Oui. D'accord. Avec l'émergence aussi maintenant des psychopraticiens, donc c'est un nouveau terme qui vient d'arriver sur le champ de la santé mentale. D'accord. Et le psychopraticien, c'est quelque chose qui est reconnu ou… Alors non, en fait, c'est l'équivalent de thérapeute du terme que vient d'employer Alexandre. D'accord. En fait, psychothérapeute, c'est un titre qui est réglementé, alors que thérapeute, n'importe qui peut un peu se dire je suis thérapeute, je suis healer, je suis machin, je suis… D'accord. OK. Donc actuellement, nous, dans notre équipe, on a des psychiatres, des psychologues principalement. Un petit mot juste sur les infirmiers qui travaillent dans les CMP aussi. Comment ça se passe au niveau de leur prise en charge? Est-ce qu'ils sont amenés à faire des psychothérapies? Ils peuvent se former. Ça dépend un peu de l'implication de chacun et on va dire aussi des process de formation qui sont mis à disposition par la structure hospitalière. Donc, moi, j'en vois régulièrement, effectivement, qui me disent je vais faire une formation sur ci ou ça, etc. Après, ils ont aussi ce rôle, on reviendra sur l'alliance thérapeutique, mais pour le coup, les infirmiers, c'est eux qui sont vraiment au contact du patient, avec quand même une notion de l'intimité. Par exemple, dans le service où je travaille, les infirmiers tutoient les patients, etc. Donc, on est sur de la thérapie, c'est un peu particulier, mais il y a vraiment cette notion de proximité, en tout cas. D'accord. On va revenir un peu là-dessus sur ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. OK. Une question. Oui. Concernant le terme de psychopraticien, est-ce qu'une infirmière peut, à travers une formation, devenir psychopraticien? Alors, psychopraticien peut être employé par n'importe qui à partir du moment où il se forme à un outil, et même un outil qui n'est pas forcément certifié. Y a pas de… Par contre, psychothérapeute, c'est vrai que c'est un titre qui est obtenu auprès de l'ARS des régions, donc qui nécessite plusieurs critères d'inclusion. Donc, c'est un titre réglementé, ce qui n'est pas le cas des psychopraticiens, en fait. C'est un terme qu'on va employer pour en effet, comme le disait Alexandre, parce que on a fait une formation en Rebirth, par exemple, ou avec d'autres techniques, et on souhaite s'installer et pratiquer cette technique ou deux techniques. Ok, très bien. César, bonsoir. Dans cette présentation, tu as oublié de faire un distinguo, effectivement, entre tous nos collègues psychiatres et les quelques pédopsychiatres qui sévissent allègrement sur les vies. Voilà. Et je fais humblement partie de ces 3 ou 4 pédopsychiatres exclusifs. Ouais. T'as raison. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai inclus les psychiatres et les pédopsychiatres, je les ai mis dans le même panier. Et oui, c'est vrai que
Voilà, c'est vrai. On est dans le même panier, mais avec un distinguo. Moi, je reçois les enfants et les ados de 0 à 18 ans. Voilà. Mais Philippe, j'ai pas mis les psychogériatres non plus. Pardon? J'ai pas mis les psychogériatres non plus. Ah ouais. Ouais. Et ni la dicto aussi, c'est effectivement aussi. Ah oui, Ouais. César, c'est… Bon, arrêtez de me mettre des bâtons dans les roues, là, il faut que je continue. Alors, bon, ok, ça marche. Allez, on enchaîne. Alors, bon, il y a eu des études nombreuses, je ne vais pas toutes les reciter, hein, l'efficacité des psychothérapies. Bon, anxiété, dépression, vous avez vu toutes les sources d'inconfort et de souffrance. Bon, ça, vous connaissez la chanson. Sauf que je pense que c'est quand même assez important d'insister sur le fait que il y a eu énormément d'études avec des chiffres très spectaculaires. Là, je vous montre juste un résultat d'étude qui concerne les troubles anxieux, avec une rechute de seulement 25% pour les patients ayant reçu une TCC contre 50% contre les autres groupes. Sur l'addiction, très étudié aussi, hein, avec notamment les TCC, aussi le rôle des psychothérapies, on va dire, motivationnelles. Donc ça, c'est une étude qui avait été montrée sur les opioïdes, très efficace aussi. On va vous parler aussi bien entendu de la dépression, avec certaines études qui ont comparé médicaments versus psychothérapie versus médicaments et psychothérapie. Vous les connaissez, ces études. La psychothérapie, elle marche, elle a fait ses preuves. Elles ont fait leurs preuves d'un point de vue scientifique, notamment les TCC, mais on va en reparler après. Les douleurs aussi, parce que je pense que c'est important aussi. On a souvent tendance à parler uniquement de la souffrance psychique, mais la psychothérapie dans les douleurs physiques, qu'elles soient chroniques, cancéreuses, non cancéreuses ou autres, inflammatoires, est très importante. Et ça, on en reviendra aussi après. Donc voilà, des études qui confirment tout ça. Et maintenant, je vais passer un petit peu la parole à Alexandre. On va parler un petit peu donc déjà des premiers pas. Donc là, on va d'abord parler d'un point de vue général. Après, on parlera de ce qui est adapté à la téléconsultation. Donc, Alex, donc les premiers pas, tu me parlais quand on préparait cette présentation, tu m'as dit il faut absolument qu'on parle de l'alliance thérapeutique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'alliance thérapeutique? Absolument. Alors, juste un truc avant, pour revenir, une chose par rapport plutôt au côté épidémio, c'est rappeler quand même que les troubles psychiques, c'est la première dépense de l'assurance maladie devant les maladies cardiovasculaires, avec un impact notamment plutôt sur la qualité de vie, alors aussi sur la quantité, enfin, plutôt vrai pas forcément pour nos patients, donc, après le suicide aussi, ça c'est une chose, mais voilà, en termes de qualité de vie, l'impact est hyper important, d'où voilà, l'intérêt de s'intéresser à ces questions. Donc, effectivement, en termes d'alliance thérapeutique, ce qu'on a montré quand même, c'est que, au-delà de la technique utilisée, c'était bel et bien l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le lien de confiance que les patients ont avec leur thérapeute, qui va permettre d'avancer et d'améliorer les choses. Donc, ça, c'est à la fois en termes d'orientation, c'est-à-dire que moi, quand j'envoie quelqu'un, je vais dire, ben voilà, vous avez peut-être le MDR, c'est plutôt ci, plutôt ça, la TCC, c'est plutôt ci, plutôt ça, mais je leur dis tout le temps, ça va dépendre de la connexion, du feeling que vous allez avoir avec la personne que vous allez rencontrer. Et ça, on ne peut pas le savoir en avance. Donc, ça nous décharge aussi un peu de cette question d'est-ce que j'ai bien ou pas orienté. Ben, finalement, c'est aussi la personne et la rencontre avec cette personne qui va être importante. Et du coup, ça veut dire aussi que l'alliance thérapeutique, pour le coup, n'importe qui peut la travailler. N'importe qui peut déjà mettre ça en place. Voilà. Donc, c'est un peu le premier truc à mettre en place. Je pense qu'on soit effectivement médecin généraliste ou psychothérapeute. Bon, donc l'alliance thérapeutique, donc il y a un préalable indispensable. Ensuite, donc toujours, on va parler sur les premiers pas concernant la psychothérapie. Quelque chose que font énormément de soignants, qui soient d'ailleurs généralistes, psychiatres, psychologues ou infirmiers. Donc, la psychothérapie de soutien. Est-ce que tu peux donner quelques mots sur ce que c'est la psychothérapie de soutien? Alors, en gros, alors j'ai pas de définition à proprement parler, mais on doit pouvoir en trouver une. Mais l'idée, c'est que ça va être en fait la position dans laquelle vous allez vous mettre, dans laquelle, voilà, une fois de plus, qu'on soit psychiatre, généraliste, psychologue, etc., c'est un peu la position d'écoute dans laquelle on va se mettre pour permettre au patient finalement de nous parler de sa souffrance psychique. Donc déjà, peut-être qu'avant même de la position, c'est
de pas hésiter à aller chercher ces questions. C'est-à-dire que, par exemple, nous, pour les idées suicidaires, on m'a toujours dit, voilà, questionnez, avez-vous des idées suicidaires? Est-ce que ça vous arrive de penser à la mort ou pas? Bon, on va pas poser la question forcément à tout le monde, mais il faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat dans cette question de la souffrance psychique, de venir insister. Comment ça va en ce moment? Est-ce que pas hésiter si vous sentez, en plus les personnes qu'on a que vous pouvez voir depuis peut-être un certain temps, de pas hésiter à leur dire, voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes peut-être un peu plus éteint ou éteinte, et voir si ça peut ouvrir quelque chose. En tout cas, essayer de trouver des moyens d'inviter les gens à venir parler de ces sujets-là. Ensuite, il va falloir réceptionner ça. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose, peut-être, on pourra parler, peut-être évoquer un peu la psychanalyse, mais c'est quelque chose qui nous vient pour le coup de la psychanalyse, c'est-à-dire de se mettre dans cette position d'écoute. Alors, dans la psychanalyse, peut-être pousser à l'extrême. Dans notre cas, essayer peut-être de renvoyer un peu plus quelque chose au patient quand même. Donc, ça va jouer, par exemple, sur le non-verbal, le fait de hocher la tête, le fait de l'inviter physiquement à relancer, ce genre de choses. Vous pouvez aussi, par exemple, reformuler, essayer de... il vous dit quelque chose, essayez de dire si j'ai bien compris, c'est ça que vous êtes en train de me dire, et hop, après on peut avancer. Donc c'est un peu voilà toute cette position avec aussi le non-jugement. Alors c'est un terme qu'on a entendu plein de fois, mais voilà, c'est se dire à un moment donné, la personne essayer de ne pas émettre d'interprétation ou d'avis sur ce que la personne est en train de vivre. Voilà, c'est pas toujours facile. Ouais, j'ai oublié de le marquer sur cette diapo là, effectivement, le non-jugement. Donc, en gros, psychothérapie de soutien, quelque chose qui est réalisable par tout soignant, de l'écoute, de l'empathie, du non-jugement, de la reformulation et éventuellement aussi de l'orientation. Et en fait, c'est ce que je marque, la référence que je vous ai marquée en dessous là, ça a été très étudié en fait, la psychothérapie de soutien, je ne savais pas, et c'est très efficace, et c'est déjà donc un premier pas vers la prise en charge psychique. Ok. Un truc important juste dans cette lignée qui découle un peu, qui va dérouler après sur le reste, j'essaie toujours d'évaluer les ressources du patient, qu'elles soient sociales, qu'elles soient au niveau, par exemple, cognitif, ou que ce soit, enfin, voilà, on essaie d'évaluer l'environnement, etc. Enfin, on essaie d'évaluer les ressources du patient d'un côté, pour pouvoir, et on essaie d'évaluer les souffrances de l'autre, en fait, ces difficultés, parce que c'est ça après qui va nous permettre de savoir s'il peut ou pas, à quel moment il peut s'engager éventuellement dans une psychothérapie, parce qu'on va toujours remuer quand même des choses. Et donc, voilà, on pourra, je vous en reparlerai un peu après, mais voilà, d'évaluer les ressources versus les souffrances psychiques. Ok, parfait. Après, on aura une session de questions-réponses. Au fil de l'eau, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, mais on va aborder quelques questions. Moi, j'ai déjà des questions pièges en tête pour Lorraine et Alexandre. Je sais pas s'ils vont pouvoir répondre, mais j'ai déjà quelques petits pièges, quelques questions un peu compliquées à leur poser. Très content. Alors, non, mais c'est important ça, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que avec pas mal de collègues, on se pose la question de se dire, moi, je suis pas à l'aise avec la santé mentale, la santé psychique, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Voilà. En fait, simplement déjà écouter, même se taire, éventuellement reformuler, et puis simplement écouter, c'est déjà énorme en fait. Donc, on invite le patient à dérouler le fil de sa pensée en lui montrant qu'on est en train de l'écouter. Voilà. Ok, parfait. Si je peux compléter ce que Alexandre vient de dire, qui a été l'alliance thérapeutique, c'est déjà presque la venue du patient, déjà une alliance thérapeutique, parce qu'il a fait déjà la démarche. C'est aussi à nous de faire la démarche de l'accueillir. Donc, quelqu'un qui a fait la démarche de venir, nous on fait la démarche d'accueillir, on est déjà la main dans la main dans l'alliance. Concernant la psychothérapie de soutien, c'est vrai qu'on fait beaucoup, on utilise des mots empathie, orientation, mais de mon point de vue, c'est juste avoir l'impression que on est avec le patient. Le patient se sent soutenu dans sa souffrance, dans la recherche de solutions. En fait, c'est l'attitude que l'on cultive au fil du temps, au fil des entretiens, qui ne doit pas être technique, mais peut-être un peu innové, parfois même un peu improvisé, avec beaucoup d'humour, ou parfois même quelque chose qui n'a rien à voir, pour permettre d'accueillir le patient dans le soutien parce que nous sommes ensemble. Si quelqu'un qui a des idées suicidaires me sert un acte, ça le touche, d'accord, mais ça le touche aussi puisque nous a rencontrés aussi. Donc,
Ok, très bien. Merci, Ali. Une chose que vous pouvez faire, j'y pense, pour rebondir aussi un peu, c'est si vous, avec les ados notamment, quand vous sentez qu'ils ont un peu du mal à s'ouvrir, de commencer par leur poser des questions sur leurs loisirs, qu'est-ce qu'ils aiment. Si vous sentez que ça bloque un petit peu sur les questions difficiles, passez d'abord sur d'autres trucs et petit à petit, ça peut revenir et reboucler. Mais voilà, c'est des petites astuces comme ça, Ok. je pense. Bon, je suis désolé, je vous écouterai encore longtemps, mais là, on enchaîne. Mais en tout cas, c'est très clair et merci pour l'intervention. C'est super. Alors, bon, ça, là, on est sur les premiers pas. Hein. C'est-à-dire que la technique de relaxation, je ne pense pas que ça soit a priori une psychothérapie, mais là, on est sur les premières étapes. C'est-à-dire qu'on va effectivement rencontrer, démarrer cette espèce d'alliance, soutenir. Et on a quand même quelques techniques. Donc, vous avez des fiches conseils qui sont à votre disposition sur le fait de gérer un peu l'anxiété via certaines techniques. Est-ce que tu peux nous donner un mot sur, par exemple, la technique de respiration contrôlée ou d'autres techniques de relaxation? Alors, en termes de techniques qu'on peut utiliser, c'est vrai que la respiration, c'est un truc qui marche quand même assez bien. Vous avez la cohérence cardiaque. Alors, ça, on laissera peut-être les liens avec des applis comme Respirelax, Petit Bambou, ces trucs-là, ça peut coller. Après, chacun fait un peu sa boîte à outils. C'est ce que je dis aux patients. Vous testez des trucs et vous voyez ce qui vous correspond et puis après, vous le gardez. Donc, il y a ça. Il y a les techniques de visualisation aussi, par exemple, de venir s'ancrer plutôt dans le corps. Qui peuvent fonctionner, et plutôt tout ce qui est psychocorporel plutôt dans le sens, comment dire, on va activer notre corps. Alors ça passe par le sport par exemple, mais il y a des petites techniques aussi qui peuvent passer par le corps pour apaiser les choses. Juste un point là-dessus, parce que dans quoi ça s'inscrit en fait, c'est vous avez souvent un patient qui va arriver, il va mal depuis un certain temps, mais il arrive à un moment où il va mal, et toujours dans cette évaluation ressources versus souffrance, moi, je commence toujours par essayer de poser les choses. Ça passe notamment par ce genre de technique. Ça passe aussi par le sommeil. Ça, c'est une clé de voûte hyper importante et c'est super simple. Enfin, il y a plein de petites techniques pour venir un peu justement améliorer le sommeil. Et ça, c'est le sommeil et le rythme de vie, l'hygiène de vie de manière générale. C'est la première de toutes les ressources du patient. Donc, moi, je commence souvent par là. Quand on arrive, des gens, ils sont un peu explosés. On pose les trucs. Une semaine après, déjà, on sent que c'est bon. Ouais. Alors, on peut avancer. Je te coupe le sifflet parce que j'enchaîne Ouais. là-dessus, justement, je te l'avais dit. En gros, on en a parlé ensemble aussi. Effectivement, donc dans les premières étapes aussi, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une équipe avec des médecins qui sont présents, c'est que c'est important aussi de faire le point sur l'hygiène de vie. C'est-à-dire que si on va partir uniquement sur les pensées, le psychique, mais qu'on ne va pas du tout évaluer l'activité physique, les toxiques, l'alimentation, le sommeil, le rapport au travail, toutes ces choses, et bien en fait, on risque de ne pas être assez efficace. Donc, ce que tu me disais aussi, c'est que les psychothérapies, elles doivent s'inscrire dans un ensemble de mesures. Alors, quelque chose que tu évoques, c'est donc, tu me parlais d'un socle commun et de mise en mouvement de processus psychiques de 3 niveaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors en gros, Lorraine reviendra dessus aussi tout à l'heure, mais voilà, on a des choses qui vont être un peu communes, comme enfin, ce qu'on dit mise en mouvement de processus psychiques, c'est-à-dire qu'un individu va être le fruit de son histoire, de ses expériences. Parfois, il y a des choses aussi qui viennent de générations d'au-dessus, mais bon, voilà. Et à un moment, il va se passer quelque chose. Généralement, on voit des gens qui, depuis des années, vivent des trucs où on se dit, mais comment ça se fait que ça n'avait pas pété avant? Et puis, c'est finalement au moment où ça va pas si mal que ça, entre guillemets, qu'ils arrivent et que là, ils sont effondrés. Et donc, il va falloir aborder, voilà, il y a des choses conscientes, il y a des choses inconscientes. Et donc, les psychothérapies vont travailler avec tout ça, avec le cognitif, avec les émotions. Pas tout avec le corporel, mais quand même, c'est une dimension qui est hyper importante. Et l'idée, ça va être de se dire, j'ai un chef qui me disait, les patients viennent de quelque part, ils sont là et ils vont vers autre chose, en fait. Et donc, nous, l'idée, c'est d'arriver à les accompagner là-dedans, tout en sachant que, effectivement, ces processus psychiques, inviter les gens à réfléchir sur eux-mêmes, c'est aussi potentiellement raviver des choses douloureuses, d'où l'importance, je reboucle sur l'hygiène de vie, tout ça, les ressources, pour que les gens puissent aller se confronter à ces choses-là. Parce que dans le processus psychothérapeutique, on peut avoir des baisses, justement. Et c'est là que va peut-être une indication de traitement médicamenteux peut aider pour venir mettre une ressource, certes artificielle au départ, mais qui ensuite va permettre de s'engager dans une psychothérapie, va permettre de faire des changements et du coup va permettre vraiment à l'individu d'aller mieux. C'est pas le traitement vraiment qui permet d'aller mieux, c'est le fait qu'il permette de lancer autre chose. Mais il faut construire cette autre chose si on veut que ça s'améliore, quoi. Ok, très clair.
très clair. Alors, voilà. Là, on va prendre un peu plus de temps sur différentes approches qui nous semblent réalisables en téléconsultation et d'ailleurs qui sont probablement faites. On va commencer par parler de la thérapie cognitivo-comportementale, donc les TCC que tout le monde connaît, enfin que tout le monde a priori connaît. Est-ce que tu peux nous… Alors là, je vous ai mis sur la capture d'écran, vous avez une capture d'écran des fiches conseils que vous avez à votre disposition pour vos patients, qui est une sorte de résumé des TCC, donc vous pouvez l'envoyer à vos patients. Alex, est-ce que tu peux nous parler un peu donc des TCC? Alors, je vais vous dire un petit peu comment moi je les présente aux patients. C'est-à-dire qu'en gros, les TCC, généralement, on va partir du présent. C'est voilà, la méditation de pleine conscience, c'est ça. On va s'ancrer dans quelque chose du présent et on va on va vivre des expériences. Donc, il y a une projection dans le futur et on va mettre en place des outils avec des techniques, des choses assez concrètes finalement, mais qui vont permettre aux patients de se construire du présent vers son futur et de changer des choses petit à petit. Donc, ça marche vachement bien dans les addictions parce qu'on a besoin dans les addictions, voilà, de petit à petit modifier des comportements. Donc, toujours avec ce lien entre je fais quelque chose, qu'est-ce que je pense à ce moment-là, quelles sont les émotions associées, ok, et on travaille avec ça, en fait, petit à petit. Et donc, ça va demander d'écrire, ça va demander quand même une implication, une régularité, quand même un travail sur le long terme et d'avoir quelqu'un voilà, qui va pouvoir quand même s'engager. Donc, on peut pas forcément on peut pas forcément le proposer à tout le monde, si, en l'adaptant un petit peu. Mais voilà, un petit peu comment moi je le présente Ok. Donc, la TCC, on est d'accord. Donc, en gros, on a notre cerveau qui nous joue des tours, qui nous donne des espèces de pensées parfois complètement à la con, hein, pour parler un peu vulgairement. En gros, on va identifier ces pensées. Ces pensées vont nous créer des espèces d'émotions qui sont souvent négatives. Hein, je suis nul, etc. Dans certaines situations. Et en gros, la TCC, vous me dites si je me trompe, mais la TCC, en gros, va dire « Ah, ça y est, je repense encore à ce truc-là, ça me rend triste. Est-ce que je peux y opposer une pensée alternative ?» Est-ce que c'est ça, la TCC? Par exemple, ça peut être ça. Okay. Par exemple, oui, alors c'est vrai que tu soulèves la question des colonnes de Beck. Dans les colonnes de Beck, tout à la fin, il y a une fameuse colonne, la fameuse colonne que moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais j'aime bien la remplir avec les personnes parce que c'est la fameuse colonne où on essaye de trouver la chaîne causale de comportement et de cognition. C'est-à-dire, on part de la situation que l'on vit dans le moment présent. Ensuite, on élabore autour de qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quelles sont les pensées qui sont venues. Donc, on aborde la sphère émotionnelle, la sphère mentale, et ensuite la sphère corporelle ou comportementale qui va questionner quelle a été ma réaction. Et quand on a, par exemple, j'aime bien utiliser l'exemple du je vois un chien dans la rue, j'ai peur, donc l'émotion. Ma pensée immédiate, c'est je vais me faire mordre. Et enfin, ma réaction, c'est je change de trottoir. Et la dernière colonne, c'est la fameuse colonne du conditionnement ou de la pensée automatique. Et cette pensée automatique, en fait, c'est d'essayer de découvrir quelle est la croyance à laquelle j'adhère, qui a été construite par l'expérience, par le transgénérationnel, comme on l'a souligné avant, peut-être des transmissions ou des choses que j'ai vécues. Quelle est la croyance qui finalement est un fondement ou une règle, une autoroute neuronale qui existe dans mon cerveau. Et en l'occurrence, là, dans le contexte de je vois un chien, c'est tous les chiens sont méchants. Et après, en TCC, on va essayer, avec la personne et avec sa collaboration, de mettre à l'épreuve, ou en tout cas de faire rencontrer cette croyance avec la réalité en douceur, par l'expérience en fait, et par un petit tableau d'activité hebdomadaire pour aller rencontrer cette croyance et la confronter à d'autres stratégies comportementales. On est dans les TCC, on y reste un petit peu encore dans les TCC. Ça, ce travail, je sais que c'est difficile de donner une moyenne. Quelqu'un qui est anxieux, par exemple, qui a une phobie, on va dire une phobie des chiens, comme tu vas reprendre ton exemple, en combien de séances, à peu près, on peut commencer déjà à percevoir une amélioration? Alors, je sais que chaque situation est différente, hein, mais quelqu'un qui va vraiment être engagé dans sa thérapie, en combien de séances il va commencer à se sentir mieux? Alors, le simple fait qu'il puisse reconnaître déjà, puisse voir en fait la croyance et lui expliquer comment au niveau neuronal, les pensées automatiques ou les croyances limitantes s'inscrivent. Déjà, il y a un effet soulageant, où il y a un effet où je vais accepter finalement, ça existe. Et puis le thérapeute ou le professionnel de santé va venir valider en fait en disant, oui, ça existe, c'est OK. Alors c'est OK, c'est ma phrase préférée.
c'est OK, ça existe, c'est là, c'est présent, c'est OK. À partir de là, déjà, on décapsule un petit peu la tension émotionnelle. Et ensuite, ça va dépendre, en effet, tu dis, quand il est très engagé, quand une personne est très engagée dans sa thérapie, eh bien, on va pouvoir aller relativement vite. Alors, ça dépend du degré de la phobie. La phobie sociale est plus complexe que la phobie des chiens. Alors, c'est une phobie des requins, c'est encore plus facile parce que les requins, on ne va pas forcément les rencontrer souvent. Mais on va dire qu'en général, au bout déjà de 5-6 séances, si la personne est vraiment volontaire et a vraiment une zone de souffrance qui l'ennuie, par exemple, elle rencontre quelqu'un qui a un chien à son domicile et donc du coup, elle la voit souvent et donc c'est souvent problématique. Elle va être très engagée dans sa thérapie. Au bout de 5-6 séances, on peut voir déjà une personne qui est en capacité de s'approcher d'un chien et qui est en capacité même de tendre la main en direction du chien. L'idée n'étant pas d'adopter un chien, mais de pouvoir au moins rencontrer cette réalité sans forcément éprouver une tension émotionnelle douloureuse. Voilà. Parfait, super clair, Lorraine. Alex, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? C'était à peu près ce que dit Lorraine, en beaucoup moins bien. Donc, c'était pour dire, en gros, ce qu'on appelle la thérapie d'exposition, effectivement, dans certaines phobies, mais que moi, je peux aussi utiliser dans tout un tas de contextes, c'est effectivement d'expliquer aux patients que s'il y a une phobie sociale, par exemple, d'aller tout de suite dans un concert, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, on va commencer d'abord par avoir peut-être 2 personnes, au début, peut-être des personnes de confiance, et on peut faire une échelle, par exemple, de 1 à 10, quelle est à 10 la situation la plus angoissante que vous puissiez imaginer, et puis hop, et puis on va dire, bon, ben, celle à 4, on va commencer à s'y approcher. Si vous tapez thérapie d'exposition TCC dans Google, vous allez tomber sur le site, je ne sais plus si c'est la TCC, bon bref, avec 2 colonnes où vous avez exposition naturelle, c'est-à-dire on n'est pas préparé et du coup le cerveau enregistre qu'il y avait un danger, versus exposition programmé, encadré, qu'on a prévu justement, etc. et qui va du coup aboutir à petit désapprendre voilà, cette boucle d'anxiété. Bon, parfait. Je suis obligé de te couper la chic parce qu'en gros, il nous faudrait 3 heures pour aller au fond des choses. Ouais, vas-y, continue. De toute façon, je fais que paraphraser. Ok. On va donner un petit mot sur la thérapie interpersonnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la thérapie interpersonnelle? Alors ça s'inscrit dans quelque chose, dans une catégorie plus large qu'on va appeler les thérapies systémiques. En gros, l'idée, c'est après on va arriver sur tout ce qui est intégratif, mais en gros, l'idée, c'est que on va traiter le lien de l'individu avec son environnement. Je rappelle quand même que un des critères qui est présent à chaque fois dans le DSM en termes de maladie psychique, c'est une perturbation dans le fonctionnement de l'individu. Donc, c'est le fonctionnement de l'individu dans le lien à son environnement. Donc, c'est vrai que c'est un corps de thérapie à part, entre guillemets, mais en pratique, on le retrouve partout. Donc, vous avez aussi les thérapies familiales, par exemple, quand on estime qu'il y a une dynamique familiale qui peut poser problème, donc on va travailler ça. Les thérapies interpersonnelles, va y avoir des techniques, par exemple, où on va faire dessiner aux gens, effectivement, où est-ce qu'ils sont, plusieurs niveaux de cercle de confiance au niveau de l'entourage. Donc, on va avoir le patron qui est un peu plus loin, voilà. Et ensuite, de demander aux patients si c'est une relation plutôt de bonne qualité, par exemple, ou au contraire, une relation tendue, en bleu ou en rouge, et après, du coup, on va travailler à partir de ça et essayer de voir comment on peut reconstruire ou réparer certaines relations, ce genre de choses. Romain Bourdoncle, qui est addictologue, l'utilise beaucoup en addicto parce que parfois, effectivement, il y a des soucis d'alcool, il y a des soucis addicto qui peuvent naître authentiquement de soucis dans des relations, notamment familiales au départ. Donc voilà, c'est plutôt, on a cet aspect-là. Ok, Lorraine, un petit mot sur la thérapie interpersonnelle? Oui, je rejoins Alexandre. Alors, ça s'applique aussi aux thérapies conjugales. Donc, à partir du moment où au-delà de 2-3 personnes, on revoit aussi, par exemple, les techniques comme le génogramme. Alors, c'est vrai que la thérapie interpersonnelle permet et on revient à la systémie aussi, c'est-à-dire qu'on est être appartenant à un groupe et donc on va être accompagné du groupe pour faciliter la transformation ou l'évolution de soi et du groupe, en fait. Il y a des études en psychologie positive, je crois, qui montrent qu'il y a 2 facteurs qui font augmenter notre sentiment de bonheur. C'est le contact avec la nature, donc là je renvoie à l'hygiène de vie, et le lien social. Donc là, pour le coup, effectivement, on a quelque chose. Et souvent, ça peut être les gens peuvent avoir une anxiété à se rendre dans leur milieu social, pourtant c'est important pour eux et donc ils se privent d'une ressource paradoxalement. D'accord. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là, à ce niveau-là. Ok, très clair.
On enchaîne. Maintenant, on va parler de EMDR. Donc, Alexandre, tu vas nous dire en anglais qu'est-ce que ça veut dire, le EMDR? C'est marqué, hein, donc, donc Eyes Movement, Desensitization and Reprocessing. Ah oui, c'est vrai, je pensais que c'était Retreatment, tu vois, mais Reprocessing. En gros, l'idée, c'est que au départ, c'est une thérapie qui a été développée pour les traumatismes de guerre, donc des trucs quand même assez lourds. On l'a étendu petit à petit à tout ce qu'on va appeler les expériences non digérées. En gros, l'idée, c'est que on vit dans notre vie des expériences qui sont plus ou moins bien intégrées au moment où on les vit en fonction de nos capacités au moment où on les vit. Généralement, du coup, les traumas dans l'enfance sont marquants parce que, étant enfant, on n'a pas les défenses pour se protéger contre ça. Et ça va créer, du coup, là, je rejoins avec ce que tu disais, Lorraine, des croyances, des choses comme ça. Si on s'est fait harceler à l'école, on peut avoir l'impression que, en fait, personne nous aime ou qu'on est nul ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir. On va partir d'une situation actuelle et on va replonger dans les souvenirs du passé et petit à petit essayer de trouver les moments où les émotions ont été maltraitées et donc on va les retraiter et en théorie, on va améliorer petit à petit l'état du patient. Et donc ça, effectivement, parfois, on a des patients qui veulent bien faire, qui sont engagés dans une thérapie, qui veulent changer, mais qui ont des poids qui sont tellement lourds par rapport à des souvenirs passés, quand il y a eu de la violence, quand il y a eu des viols, des choses comme ça, qu'il faut quand même aller, il faut pouvoir aller y faire un tour. Mais moi, j'appelle ça de la chirurgie psychologique, le MDR, donc c'est quand même assez... c'est costaud. Là, j'ai 2 patientes avec qui j'en ai fait qui m'ont dit derrière, l'heure et demie a été un peu compliquée, mais après, ça va mieux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire que c'est difficile, mais que c'est efficace. Ok, donc on est d'accord. Donc TCC réalisable en téléconsultation, thérapie interpersonnelle réalisable en téléconsultation et EMDR finalement possible en téléconsultation. Ouais, aussi, la seule contrainte va être technique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un geste à faire avec les doigts, donc ça veut dire que derrière, il faut que la personne, par exemple, ait un écran assez large. On peut faire aussi la technique comme ça du papillon, on fait droite-gauche ici, donc ça peut fonctionner, je l'ai fait hier avec un ado. Faut pas qu'il y ait de bugs. De coupure dans l'Internet, ça c'est la principale contrainte. L'autre truc, et ça c'est plutôt par rapport à tout ce qui va être de l'ordre de la déréalisation, c'est-à-dire que ce qui fait le traitement à un moment donné dans le MDR, c'est la capacité aussi à se ramener dans le présent. Et c'est vrai que derrière un écran, on a moins la présence que quand on est dans un entretien en présentiel, en physique. Donc voilà, c'est un peu les 2 limitations. Donc ça, c'est bien évalué avant si on a un patient qui peut à un moment donné faire de la dissocier, par exemple. Peut-être pas indiqué de le faire en téléconsulte. Il vaut peut-être mieux le faire directement en présentiel. Ok. Lorraine, un petit mot sur le MDR? Écoute, très bien résumé. C'est vrai que le MDR est particulièrement efficace dans l'observation des syndromes de stress post-traumatique, puisque en fait, c'est vrai que dans le psychotrauma, on observe. Alors moi, je suis neuropsychologue, donc je suis très influencée, mais il existe, notamment avec les travaux de Muriel Salmona, il existe un processus de dissociation pour éviter, en cas d'effraction dans la réalité d'un événement à potentiel dangereux pour sa vie ou pour la vie d'un proche, il peut exister un mécanisme de sauvegarde, comme une sorte de... voilà, on branche si tu veux te sécher les cheveux, César, et qu'en même temps tu allumes le grille-pain, ça va faire péter le disjoncteur. C'est un petit peu pareil dans le cerveau. Et il peut y avoir ce qu'on appelle la formation d'une mémoire traumatique, c'est-à-dire le souvenir n'est pas engrammé dans le système mémoriel classique, dans la mémoire épisodique ou dans la mémoire autobiographique. Et il va rester une sorte de mémoire émotionnelle qui va revenir sous la forme de flashback, et qui va revenir sous la forme de cauchemar ou de comportement d'évitement face à un indice ou à un élément de la réalité qui va rappeler la situation traumatique à la personne. Et dans l'EMDR, d'après ce que j'en comprends, c'est en fait ce mouvement en fait que le praticien va opérer avec différentes temporalités. Donc on retourne dans la situation traumatique, on revient dans le présent, et dans la relation thérapeutique et l'alliance thérapeutique, on peut s'autoriser à le faire. On va essayer de reprogrammer cette liaison entre le cortex préfrontal et le système limbique. Voilà. Et en fait, on va permettre à l'émotion qui a été maltraitée à l'époque de reconnecter avec des ressources actuelles. C'est-à-dire des adultes qui ont grandi, qui ont conscience que effectivement c'était pas leur faute ou ce genre de choses, mais qui ne le ressentent pas comme tel, parce que la blessure est toujours là. Et ça, pour le coup, le MDR, l'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est très protocolisé, on a des études en evidence-based medicine, parce que du coup c'est hyper cadré, donc il y a moins ce côté
peut-être, il y a quand même, mais moins ce côté de l'influence du thérapeute, peut-être. L'autre aspect, oui, c'est qu'on a des études aussi, alors pareil, il faut que je fouille, en IRM fonctionnel qui montrent une diminution de l'activité de l'amygdale suite à une séance de MDR. Donc, on a vraiment des trucs physiquement qui se passent, quoi, presque. Ok, allez, on en a fini avec le MDR. On va parler un peu d'hypnose. Alors, l'hypnose, l'auto-hypnose. Alors, est-ce que c'est réalisable, ça, en téléconsultation, ça? Alors, je sais pas, j'imagine que oui. Je pense que oui, parce qu'on doit pouvoir induire un état hypnotique en téléconsultation. Alors après, sur l'hypnose, c'est autre chose. Le truc, c'est que c'est pas très encadré justement au niveau des formations. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est plutôt côté patient, du coup, parce que du coup, on a n'importe qui. Voilà, peut dire, ben, je suis hypnothérapeute, mais derrière, il y a à boire et à manger. Voilà, donc c'est un peu ça. Après, sinon, sur l'hypnose, ça peut quand même être vachement intéressant. Moi, souvent, quand j'ai des gens qui n'arrivent pas à identifier les liens, justement, c'est un flou. Ils savent qu'il y a un truc, mais ils ne savent pas quoi. Et du coup, on ne peut pas aller cibler quelque chose, on n'arrive pas à tirer le lien. Mais je leur dis peut-être en hypnose, justement, ça peut aller faire bouger des choses au niveau inconscient. C'est moins ciblé, précis sur un truc que le MDR, mais voilà, il peut se passer des choses. Donc, et par exemple, pour l'arrêt du tabac, j'ai un nombre incalculable de gens qui me disent effectivement j'ai arrêté en faisant une séance d'hypnose. Donc il y a un intérêt, une fois de plus, il y a un intérêt. Voilà. Après, je ne suis pas le plus grand spécialiste de la question. Lorraine, un petit mot sur l'hypnose? Alors, je ne suis pas non plus une grande spécialiste. Alors, là encore se joue beaucoup la notion d'alliance thérapeutique dans l'hypnose, puisqu'il y a la compétence et puis il y a l'alliance, évidemment, qui va faire qu'on va se laisser porter à travers un travail de relaxation dans un état de conscience modifié qui va permettre de faire émerger voilà, des éléments qui échappent au champ de la conscience sensorielle. Et à partir de là, avec le thérapeute, on va pouvoir travailler sur des informations, sur des souvenirs. Ça rejoint un petit peu le MDR, ou en tout cas des souvenirs non accessibles en mémoire. Là où les gens ont un peu peur avec l'hypnose, c'est qu'ils ont cette idée de l'hypnose spectacle et ils ont l'impression qu'ils vont perdre complètement leur capacité, leur contrôle, etc. Donc ça peut être un peu angoissant, effectivement. Ouais, alors pour info, l'hypnose maintenant va plus il y a un courant d'hypnose qui s'appelle plus l'hypnose d'ailleurs, qui s'appelle l'activation de conscience, parce qu'en fait, en hypnose, on fait tout sauf dormir, en fait, au contraire, on active une certaine zone de conscience. Et globalement, il y a de plus en plus de centres antidouleurs qui utilisent l'hypnose et l'auto-hypnose, notamment, avec pas mal d'études assez intéressantes. Et parce que effectivement, dans les douleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les douleurs, il y a plusieurs composantes et que l'hypnose est très efficace sur certaines composantes de la douleur, notamment sur la composante émotionnelle, et que sur les études qui sont sorties, efficacité vraiment prouvée, notamment sur la colopathie fonctionnelle. Ça fait partie des études qui sont reconnues. Donc, voilà, je vous sors un petit peu ma petite science parce que moi, j'ai fait de l'hypnose médicale pendant un temps. Et puis les chirurgies sous hypnose. Les chirurgies sous hypnose. Et moi, en tant qu'urgentiste, j'ai utilisé beaucoup. Alors, c'était sur de la douleur aiguë. Et c'est vrai que c'est dans certaines indications, si effectivement il y a une alliance, ça peut être très spectaculaire. En effet, je voulais juste compléter ce que Lorraine vient de dire avec Alexandre. L'hypnose est en effet très utile même en téléconsultation parce que l'MDR, en fait, c'est de l'hypnose. La seule différence, c'est qu'il y a une codification, une technique, une technicité qui, entre guillemets, met à l'abri des abus. Et puis, le terme d'hypnose est un terme un peu malheureux, parce que, on parle d'hypnose en termes de dormir, personne ne dort dans l'hypnose. C'est plutôt un état d'éveil beaucoup plus prononcé. Et on est tous plus ou moins dans une situation d'hypnose, c'est-à-dire que l'hypnose, c'est une modification délibérée ou pas de la conscience. Beaucoup de nos patients psychiatriques sont aussi dans un état d'hypnose négative. Donc, c'est aussi à nous de travailler, non pas dans la manipulation, mais dans l'accompagnement du changement, à la fois par l'alliance thérapeutique, l'accompagnement
C'est-à-dire qu'on parle d'hypnose, mais on fait de l'hypnose sans vouloir en parler. C'est pour ça que souvent, effectivement, on n'en parle pas, j'en parle pas aux patients. Ça consiste tout simplement à lui faire rappeler donc la technique de relaxation, mais également centrer sur sa respiration, prendre conscience de la personne, travailler sur les croyances. Donc tout cela, effectivement, c'est beaucoup d'hypnose. Donc la différence, enfin ce que je crois, c'est qu'il fallait, on a laissé l'hypnose, cette technique magnifique, sortir des mains des médecins, être dans les mains de gens qui n'ont pas de formation par rapport au fonctionnement du cerveau ni de la souffrance humaine. Et du coup, le terme a été employé un peu comme étant une manipulation des gens, ce qui est absolument un peu délétère. Donc oui, je revendique l'histoire de l'hypnose dans la téléconsultation. Et d'ailleurs, tu viens de nous hypnotiser à 39, là. On est tous… Bon, allez, il faut que j'enchaîne. Merci pour cette participation. Non, mais c'est vrai, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Alors, merci, César. Alors, tout ça, on a l'impression qu'on est en train un peu de prendre en charge avec des techniques, là. Hein. Alors, je vais utiliser tel outil, tel vis, tel machin, tel… En fait, ce qui se passe, c'est que, et là, Lorraine, tu vas nous en parler aussi, hein, et puis Alex, tu auras le droit de participer, bien sûr. Mais il y a souvent une approche qu'on va qualifier d'intégrative. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez prendre en charge en psychothérapie des patients, vous n'allez pas forcément vous dire, bon, bah, lui, tiens, lui, je vais lui faire ça, et puis c'est tout. Et en gros, donc Lorraine, hein, donc voilà, qui va nous parler un peu plus en profondeur de la pratique, en gros. Donc Lorraine, donc, tu travailles avec nous là, depuis quasiment 1 an. Alors, on a déjà évoqué un petit peu, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, donc, on ne va pas revenir sur des choses qu'on a déjà évoquées, hein, mais sur la formation un peu de psychologie, les courants et les pratiques courantes. On fait un petit résumé sur ce qu'on a déjà dit et sur ce qu'on n'a pas évoqué. Oui, alors il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dites, donc juste un petit focus sur le métier de psychologue. Donc, le métier de psychologue, c'est une licence de 3 ans ou assez généraliste, on va dire, et un master sur 2 ans où là, on va choisir sa spécialité, on va entrer en stage. Les spécialités, il y en a plusieurs. Là, je vais juste aborder les 4 grands courants de la psychologie par ordre de naissance, en fait. Donc, le tout premier courant, c'est le grand courant de la psychologie clinique, qui est la rencontre initialement entre la médecine et la philosophie, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, avec notamment les grands noms, hein, Freud, Lacan, Jung, qui vont participer à l'émergence d'un courant où on va être au chevet du patient. Donc, c'est le terme clinique, hein, c'est au lit du patient. Donc, c'est une approche avec des outils très spécifiques. Justement, j'y reviendrai un peu plus tard parce que ce sont des outils aujourd'hui qu'on intègre dans quasiment tous les courants de la psychologie, donc notamment l'écoute active, le non-jugement, qu'a souligné Alexandre tout à l'heure, l'alliance thérapeutique, la neutralité bienveillante, voilà. Le deuxième courant qui est apparu ensuite, ça a été le courant de la psychologie sociale. Alors, la psychologie sociale est arrivée courant du 19e, où là, il était question d'étudier, alors c'était plutôt au niveau des recherches, d'étudier le rapport de l'individu avec le groupe, donc, et les dynamiques de groupe, donc comment on déploie les compétences sociales. Ensuite, il y a eu le grand courant de la psychologie du développement qui est couramment associé à l'accompagnement de l'enfant. Alors qu'en réalité, la psychologie du développement, désolée pour mes confrères, je fais des raccourcis, mais et consoeurs, la psychologie du développement étudie la manière dont les différentes fonctions cognitives, langagières, affectives, sociales se développent tout au long de la vie, donc du périnatal jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Donc là, on est plutôt au début, à la fin du 19e, début du 20e, et enfin arrive le grand courant des psychologies cognitives qui vont essayer de modéliser en fait
le fonctionnement neuronal, voilà, d'essayer d'expliquer comment le fonctionnement neuronal s'articule avec les différents cortex, les différents noyaux de gris centraux, et puis l'implication des secteurs entre eux afin de permettre à l'individu d'être en relation avec lui, avec son environnement, avec un groupe, etc. Donc vous voyez que dans les 4 grands courants, on retrouve un petit peu toujours la même dimension, la dimension de l'être, de l'individu qui est en rapport avec lui, qui est en rapport avec un autre, qui est en rapport avec des autres et qui est en rapport avec une société. Voilà. Donc l'application des courants en fonction des besoins, on l'a dit, c'est vrai qu'en général, un psychologue du développement va plutôt orienter un enfant, un jeune enfant, vers un psychologue du développement. Quand on veut avoir une technique axée sur l'écoute et la parole, on va plutôt aller en direction d'un psychologue clinicien. Lorsque l'on veut avoir une approche, avoir besoin d'une approche assez pragmatique sur le fonctionnement de la psyché, le fonctionnement des processus cognitifs, on va aller plutôt vers un cognitiviste. Et c'est là où la neuropsychologie s'intègre, donc la neuropsychologie qui est toute petite, qui est toute naissante depuis les années 60, qui, en tant que neuropsychologue, on est plutôt normalement affilié au centre hospitalier, aux centres médico-sociaux, et notre rôle est d'aider aux hypothèses diagnostiques concernant peut-être des déficits, des séquelles associées à des atteintes neurologiques, donc que ce soit lié à des traumas crâniens, des accidents vasculaires cérébraux ou des maladies neurodégénératives. Et on participe à remédier à ces déficits grâce à la plasticité neuronale et à plusieurs outils. Et c'est là où s'intègrent particulièrement bien les TCC pour les neuropsychologues. Voilà. Donc finalement, un socle commun, j'essaie d'éviter de paraphraser tout ce qu'on a déjà dit, parce je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun. Peut-être, Lorraine, juste dans ce que tu as dit là, je rebondis, il y a peut-être quelque chose qui peut intéresser en pratique, justement, comme tu dis, le neuropsy souvent va aider à l'évaluation diagnostique. Enfin, il va y avoir aussi toute cette notion des bilans que vous faites passer les psychos, que nous, pour le coup, on ne peut pas du tout passer, mais qu'on aime beaucoup lire. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup lire les bilans des psychos, justement, parce que ça donne vachement d'orientation, de choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup travailler avec ça. Et des médecins généralistes peuvent aussi orienter vers des bilans quand nécessaire. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on retrouve. Je voulais aussi, il y a aussi des bilans de personnalité qu'on retrouve plutôt du coup du côté de la psychologie clinique aussi. Voilà. Bon, tout ça pour dire que vous êtes des explorateurs de la psyché et que c'est quand même très, 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 très pointu, hein, avec vraiment des connaissances un large éventail, on va dire, hein, allant de l'empirique aux sciences, et que, en gros, voilà, hein, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et donc, non, mais c'est super que tu nous fasses ce petit résumé, même si tu pourrais nous faire cette présentation pendant aussi, pareil, hein, 1h30, 2 heures, je pense qu'il y a tant à dire. On va quand même enchaîner. Donc maintenant, c'est super que tu nous aies fait ce petit rappel. On va rentrer maintenant sur la pratique et tu vas nous parler un peu de ton expérience donc de téléconsultation. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur ton expérience chez lui? Ok. Alors en 10 mois rétroactifs, donc alors déjà l'interface pour les psychologues, à mon sens, je crois, elle n'est pas très différente de celle des médecins, des psychiatres, des pédopsychiatres. Donc on a bien en effet un planning avec une prise de rendez-vous qui est souvent spontanée. Alors la plupart du temps, la modalité d'entrée en rencontre, moi la majeure partie du temps, ce sont des rendez-vous qui sont pris en spontané, qui ne sont pas adressés, soit par des personnes qui ont parlé à une autre personne, qui ont dit il faut aller voir cette personne, soit spontanément ils vont choisir parmi les 5 psychologues un créneau qui leur convient. Dans l'interface, on retrouve donc le planning, on retrouve le nom de la personne, son âge, on retrouve évidemment la demande, donc parce qu'il y a la possibilité pour la personne d'adresser dans quel contexte elle se situe, hein, pour donner des pistes. On peut avoir l'historique médical, donc là on a accès à tout ce que vous, collaborateurs, vous faites avec nous, autour de nous, donc ce qui aussi peut être très pratique pour nous, parce qu'on peut voir peut-être aussi la médication qui est en cours, il y a déjà une anamnèse qui a été posée, donc ça peut aussi nous aider à observer ce que la personne nous dit à nous. Donc il y a toute une rubrique qui est passionnante, et puis
Puis voilà pour l'interface. Les modalités d'entrée en relation, donc ça, on y reviendra un peu sur l'ouverture. Le public rencontré, en effet, on en a parlé. Principalement les troubles anxieux. Parce que ce sont en tout cas, c'est la demande que je rencontre le plus souvent, les plus invalidants, les plus inquiétants pour la personne, qui se retrouve dans un sentiment de détresse, notamment quand la personne traverse une crise d'angoisse et que c'est sa première rencontre avec la notion de crise d'angoisse. L'anxiété, le surmenage, énormément de surmenage en effet professionnel. Des affects dépressifs avec aboulie, anédonie. Alors au début, évidemment, ce n'est pas présenté de cette manière-là. Voilà. La durée moyenne des suivis. Alors, d'abord, la durée d'une téléconsultation en psychologie, c'est 45 minutes. Donc, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir un peu plus de temps, je crois, que pour les professionnels médicaux et spécialistes. Donc, on a un peu plus de temps avec les personnes. Parfois, on peut réduire un peu, parfois, on augmente. Voilà, la durée moyenne des suivis, en moyenne, je dirais que les personnes que j'accompagne depuis 10 mois, il y a, on va dire, 4-5 personnes que j'accompagne en continu. En général, moi, j'espace les séances de 2 semaines parce que entre les séances, j'aime proposer des outils, alors que ce soit les fiches conseils de Livy ou alors des outils qui sont à ma disposition pour permettre d'avoir une continuité entre les séances. Et en effet, le rythme moyen, c'est toutes les 2 semaines, hors crise suicidaire, hors détresse existentielle, etc. Où là, on va proposer un suivi beaucoup plus régulier, mais c'est assez rare puisqu'en général, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient dans cette dimension-là ont été encouragées avec un contact avec le médecin généraliste à une hospitalisation en unité protégée. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu les avantages de la téléconsultation? Alors, les avantages de la téléconsultation, alors déjà, c'est vrai qu'il y a je rencontre énormément, alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas si mes autres collègues les rencontrent aussi, mais beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger, donc des étudiants qui ont décidé de partir à l'étranger, qui souhaitent être accompagnés par un psychologue qui parle leur langue maternelle, des personnes qui sont saisonnières, donc qui, par exemple, vont dans les dom-toms la moitié de l'année et l'autre moitié de l'année dans les Alpes, beaucoup d'artistes aussi, des personnes qui voyagent énormément dans leur travail, des personnes qui sont en incapacité de déplacement, donc alors ça c'est peut-être lié à la spécialité, incapacité de déplacement, mobilité réduite, temporaire ou permanente, et qui ont des difficultés à se mobiliser et à conduire. Des personnes également qui présentent des dépressions sévères, où l'anédonie et la boulie sont telles qu'il est très difficile pour elles d'envisager de sortir de leur domicile. Phobie sociale, et notamment phobie sociale à des degrés où l'idée même, en effet, de franchir la porte est compliquée. Donc là, la téléconsultation est un avantage certain. Et puis concernant les psychologues, il est vrai que je rencontre même beaucoup de personnes qui me disent avoir rencontré 1, 2, 3 psychologues, et la téléconsultation finalement permet, je rentre en relation avec une personne, ça match, il y a une relation, il y a un feeling, ça matche pas, je change de psychologue, il n'y a pas réellement d'engagement à se déplacer, à prendre rendez-vous, à attendre, etc. et à aménager son emploi du temps pour permettre d'aller voir ou d'assister à une séance. Voilà. Donc oui, c'est une approche complémentaire différente, vraiment différente. Il n'y a pas de jugement de valeur entre ces 2 approches puisque en réalité, pour moi, elles ne concernent pas les mêmes demandes, elles ne concernent pas les mêmes publics, elles ne concernent pas les mêmes potentiels, les mêmes ressources chez les personnes. Une petite particularité, c'est qu'on rencontre la personne dans son domicile, donc elle est à son domicile, dans sa voiture, parfois dans son jardin, parfois en train de marcher, parfois en train de fumer, parfois en train de boire un verre d'alcool dans des situations dont on a cité de dépendance. Et donc là, on va rencontrer la personne dans son environnement et il va être parfois nécessaire de fixer un cadre qu'on dit en psychologie qui est un cadre externe. Donc le cadre externe, c'est le cabinet. Donc une fois qu'on passe la porte, il y a un cadre externe, il y a un bureau, il y a un espace qui est dédié. Donc on peut pas fumer, on peut pas faire ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, le cadre externe n'existe pas.
Donc le cadre interne doit être particulièrement solide. Alors, le cadre interne en psychologie, et là, César va vouloir me couper, mais c'est parti, je suis lancée. Le cadre interne en psychologie, c'est évidemment que dans notre formation, nous sommes tenus d'être accompagnés en psychothérapie tout au long de notre processus, tout au long de notre carrière, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel par le biais d'une supervision et par le biais d'une intervision. Ah, il a changé, ça y est. Je t'ai vu faire. Et donc, Sur voilà. celui-là, on est sur celui-là, on enchaîne sur celui-là, c'est ça, hein, excuse-moi. Hein. C'est celui-là ou pas? C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Là, maintenant, on peut y aller, oui. Ok. Non, parce que je t'ai coupé la chic, là. En fait, oui, là, en fait, on enchaîne sur ce qu'on doit améliorer, c'est ça, en fait. Hein. Oui, maintenant, oui. Voilà. Ok. Donc, je te laisse, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, la co-construction avec les collaborateurs médecins généralistes et spécialistes, ben, évidemment, c'est un petit peu l'ouverture qu'on pourrait avoir, notamment en participant à des réunions, notamment quand on accompagne en pluridisciplinarité la même personne, de pouvoir se rencontrer au cours d'un échange sur Teams. Ça pourrait avoir donc d'être dans une prise en charge qu'on pourrait retrouver dans l'équivalent des prises en charge hospitalières ou institutionnelles, où on a une équipe pluridisciplinaire et on réalise des transmissions. Ça pourrait être une extension. Et puis, César, je te laisse. Oui, en fait, bon voilà, non, mais excuse-moi, parce qu'en fait, tu parlais, juste avant qu'on arrive sur cette diapo, tu parlais finalement de quoi? De la supervision, c'est ça? Oui, de la particularité en fait du métier de psychologue. C'est vrai qu'il y a cette dimension où finalement, on parlait tout à l'heure de psychologie de soutien. Chez le psychologue, en fait, le psychologue n'est pas dans et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'appartient pas au corpus médical. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est parce qu'à aucun moment, de son côté, il travaille il ne va pas intervenir dans la représentation du vécu de la personne. C'est-à-dire qu'il va, de son côté, traiter, accompagner ses propres représentations pour pouvoir ne pas les mettre au service ou les déposer dans le cadre thérapeutique, en fait. Donc, c'est la particularité du métier de psychologue. D'accord, ok, très bien. Et juste sur cette question des supervisions et effectivement de l'échange, c'est vrai que là, on se dit, bon, tiens, ça pourrait être un truc sympa à améliorer, etc. C'est vraiment la clé de tout. Hein. On le voit, enfin, moi, dans notre formation, on est dans une formation pratique professionnelle dans l'interaction avec nos chefs à un moment donné, voilà. Et c'est majoritairement de là qu'on apprend. Et moi, de tous les séminaires que j'ai fait à Paris, c'était le séminaire de supervision où on se retrouvait tous les 15 jours pour parler de nos cas, où j'ai le plus appris. Hein. Donc, voilà, juste pour appuyer encore plus sur l'importance que ça peut avoir. Ouais, alors moi je vais rebondir un peu là-dessus, c'est-à-dire que bon, on le voit, hein, il y a beaucoup de belles choses qui sont faites hein, sur ce projet de santé mentale avec vos interventions, hein, qu'elles concernent les psychologues, les psychiatres ou nos médecins généralistes. On doit clairement nous avancer d'une part sur notre co-construction, et je trouve que c'est bien que tu m'aies parlé de co-construction parce que on est forcément tous chacun un peu de notre côté, on travaille tous à temps partiel, mais on a des outils technologiques et ce soir ça le prouve bien qui peuvent nous permettre d'échanger. Alors certes, on serait mieux autour d'une table en direct, en présentiel, mais on a quand même la possibilité de faire des choses. Donc ça, c'est un des projets, de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir, soit par petits groupes, il y a juste à le formaliser. Au niveau technique, je pense que c'est faisable. Il y a aussi une autre chose qui est importante, je pense qu'il faut qu'on ait un annuaire un peu plus précis. Qui fait quoi? Quelles sont les appétences? Et donc, justement, tout ça pour pouvoir créer des parcours. Donc, si le produit ne nous permet pas de faire ça, on va devoir bricoler. Mais moi, j'ai tout le temps bricolé en médecine dans toutes les structures, dans tous les hôpitaux où j'ai été. Et donc, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Donc, il y a 5 psychologues hein, chez Divi, hein, donc il n'y en a pas 45. Donc, les 5 psychologues, je pense qu'on va pouvoir vous dire exactement ce qu'ils font. Les psychiatres, c'est pareil, il y en a 30. 30, je pense qu'on peut. 30 psychiatres et pédopsychiatres, j'ai dit, hein, Philippe, t'entends donc ça, c'est pareil, ça c'est un travail sur lequel je vais devoir bosser. Ça, selon moi, c'est la priorité. Et Alexandre en a parlé, ça, on a bien conscience que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler.
Au niveau des projets, pendant un moment, on s'était dit aussi qu'on pourrait peut-être avoir l'aide d'outils numériques avec les nouvelles technologies. Vous avez probablement tous entendu parler des TCC assistés par Internet. Selon moi, ça ne va pas arriver tout de suite. Ce n'est pas une prio, à mon avis. Mais déjà, si on peut travailler tous ensemble, communiquer tous ensemble, un peu comme on le fait ce soir, et peut-être sur un versant plus clinique, je pense qu'on y gagnera énormément. Maintenant, je me tais et je vois qu'il y a déjà une première question. En pratique, Gabi, les praticiens Livy arrivent à se prendre rendez-vous avec psycho, psychiatre, je sais prendre rendez-vous pour eux, psycho, non. Alors, attends, je peux te laisser la parole, Gabi, parce que tu veux dire que les… Oui, je me demande si, parce que là, je sais, moi, je suis généraliste, donc si je gère pas la situation, ce qui m'arrive quand même régulièrement parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis urgentiste aussi et c'est pas le truc que je sais le mieux faire. Donc j'ai facilement envie de prendre un rendez-vous avec un psychiatre quand je vois que ça va pas du tout et je trouve ça super que ça existe sur Livy parce que ça me soulage moi et c'est aussi ce que Lorraine a dit que il y a beaucoup moins de comportements hésitants s'ils ont la possibilité de faire ça sur la téléconsultation. C'est une sorte de barrière qui existe beaucoup moins par rapport à un truc, quand je fais ça aux urgences, ça c'est compliqué. Et donc, si j'ai envie ou si je sens que c'est peut-être pas forcément le psychiatre, en me demandant est-ce que je sais vraiment différencier en quel moment il faut l'adresser au psychologue ou en quel moment il faut adresser au psychiatre, ça c'est un autre problème. Mais moi personnellement, je peux pas prendre rendez-vous pour le patient avec psychologue, avec Lorraine ou les 4 autres, mais par contre je peux avec psychiatre, ça marche très bien. Eux, ils se retrouvent sur le logiciel de Livy pour se prendre le rendez-vous avec vous psychologue. Ça marche ça? Ah oui, normalement, ça marche. Parce qu'ils sont très surpris à chaque fois quand je dis, mais vous pouvez choisir. Je crois, moi, j'étais jamais patient sur Livy. J'ai essayé de voir, je me suis inscrite pour voir un peu à quoi ça ressemble parce que c'est intéressant. Mais ils sont très surpris qu'on peut le faire. Écoute, Alexandre Bousquet, vous êtes là? Ouais. On peut le faire, ouais. Donc, ils choisissent la faire. filière médecin, entre médecin généraliste et médecin psychiatre, et ils choisissent aussi psychologue. Ouais, parce que sur l'application Livy, si tu veux, il y a deux modes d'accès, mais en gros, tu peux consulter pour ta santé mentale et choisir pour psychiatre ou psychologue. Donc là, on est d'accord, Gabi, on parle des patients qui passent par l'application. Tout à fait. Ouais. Et donc, oui, normalement, oui. Alors, Oui, il y a un hub santé mentale et depuis l'application, le patient se dirige soit sur la psychologie, soit sur la psychiatrie. C'est hyper clair. Oui, mais c'est peut-être qu'il sait pas lui non même, pas lui non plus que ce qu'il doit faire et finalement il atterrit sur le médecin généraliste parce qu'il n'a pas su qui choisir. Bon, c'est peut-être ça. Pourquoi je les retrouve moi. C'est une troisième option qu'on propose. On se rend compte qu'il y a des patients qui préfèrent prendre le premier pas avec un médecin généraliste. D'accord. On propose cette option. Et c'est pour ça qu'en tant que médecin généraliste, vous avez des patients en psycho. Ouais. Et juste une autre question, vu que vous êtes peu nombreux en psychologue, les rendez-vous sont loin? Alors non, moi je suis pas, mais si, je sais quand même. Parce que psychiatre c'est très rapide, psychologue je sais pas. Écoute, non, c'est rapide, c'est rapide. Ok. Regarde, tu vois, je suis en direct là et psychologue, je regarde. Quand est-ce que j'ai un rendez-vous? J'ai un rendez-vous demain avec Lorraine. Lorraine, je te prends un rendez-vous demain. Je te vois demain, Lorraine. Ah, très bien. C'est parfait, c'est ça. Non, tu as des rendez-vous tout de suite. Ouais. Très bien, merci. C'est bon. Merci beaucoup. De rien. Nicolas, tu as levé la main? Oui, je voulais juste revenir brièvement sur ce que tu disais sur les digital therapeutics et notamment en TCC. Je pense que même si c'est pas dans l'actualité court terme, il faut que nous ayons de la veille là-dessus parce que si j'ai bien une conviction, c'est autour de ces digital therapeutics qu'on va pouvoir améliorer et intégrer ces nouvelles manières de faire de la thérapie dans les mois ou années qui viennent. Et on a des demandes qui commencent à être explicites là-dessus de certains de nos partenaires. Donc, je pense qu'il faut, sans même l'intégrer à court terme, il faut rester en veille sur ce sujet-là.
je sais que les Allemands sont particulièrement en avance sur les digital thérapeutiques, notamment en santé mentale. Donc, oui, alors en fait, pour tout dire, on a déjà étudié vachement la question. Et moi, c'est-à-dire que je suis peut-être mal exprimé, mais en fait, la priorité, s'il y a une priorité, mais clairement, il faut que nos praticiens se connaissent mieux et qu'on privilégie l'adressage interne. Parce que, en gros, on n'a pas forcément toujours le réflexe de dire « Ah tiens, je vais adresser ce patient ou cette patiente chez un psychiatre ou chez un psychologue », alors qu'on peut le faire assez facilement via le module. Peut-être parfois parce qu'on ne se connaît pas bien. Mais clairement, les outils digitaux, on a testé notamment je ne vais pas citer le nom parce qu'on en a cité un qui a l'air très bien, qu'on a soumis à certains psychiatres et qui permettent justement de prendre en charge plus de patients avec un accompagnement plus rapproché du patient, et ça va clairement, je pense, s'intégrer dans de nombreuses prises en charge. Ouais, tout à fait. Olivier, tu voulais dire quelque chose ? C'est l'intérêt d'une communauté telle que nous sommes ce soir, pour justement pouvoir veiller, intégrer, tester et puis après intégrer de manière plus intelligente dans une participation collective qui intègre ce genre de vie dans un parcours, mais sans se substituer à l'homme, mais simplement en développant un peu plus de possibilités. Bon, c'est pas à moi de parler, je vous laisse continuer. Olivier. Ouais, merci. Je profite, hyper intéressante cette session. Et donc moi, je suis un peu à côté de votre communauté médicale là, dont vous avez parlé et dont Nicolas, tu viens de parler. J'avais deux questions. La première question, c'est est-ce que les éléments là qui ont été présentés dans les diapos, sur tous les différents types de thérapies qui existent et la possibilité ou pas de les réaliser en téléconsultation, est-ce que ça, c'est des éléments qu'on diffuse aux patients? On a évoqué les fiches patients. Est-ce que, moi, je ne les ai pas toutes en tête là, mais est-ce que les fiches patients vont dans ce détail-là et expliquent, et ça peut être aussi peut-être des éléments à destination des professionnels même. Donc, est-ce qu'on communique largement? Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant et ça vaudrait le coup, je pense, de communiquer là-dessus si on ne le fait pas déjà. Première question. Et ma deuxième question, c'est un peu pour rebondir sur ce que Nicolas a évoqué avec les thérapies par Internet. Ou en tout cas à l'aide d'outils numériques, c'est comment vous voyez, je sais pas, je m'adresse peut-être plutôt aux deux spécialistes qui sont pas mal intervenus et puis aux autres spécialistes de ce soir, mais c'est en gros, est-ce que vous voyez une place pour l'intelligence artificielle dans la prise en charge des thérapies à distance comme ça? Parce qu'on voit qu'en médecine, je sais pas, ChatGPT a fait un super score au test d'examen de médecine aux États-Unis. Est-ce que il manque pas peut-être en santé mentale le côté quand même humain derrière pour assurer une prise en charge efficace? Alors, je vais laisser les pros parler de l'intelligence artificielle et moi, je vais parler de l'intelligence juste un petit peu humaine parce que moi, je ne maîtrise pas, mais juste pour les fiches conseils. Les fiches conseils, effectivement, on en a qui incluent les thérapies dont on a parlé. On a une fiche conseil concernant la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une sorte de vulgarisation avec des exemples. Donc, celle-là, on l'a. On a une fiche sur la technique de relaxation par la technique de cohérence cardiaque ou de respiration contrôlée. On a des fiches aussi qui résument sur ce que c'est une psychothérapie, les principes, les bases, avec ce qu'est un psychothérapeute, psychologue, psychiatre. On a aussi une fiche concernant l'hygiène de vie et la santé mentale. On en a une sur la méditation pleine conscience. On n'en a pas sur, c'est un peu évoqué le MDR, mais clairement, tu as raison, je pense qu'on devrait un petit peu plus communiquer là-dessus, et ça, je pense que c'est un boulot qu'on peut vite faire. Pour l'intelligence artificielle, je vais laisser Lorraine et Alexandre parler. T'as des trucs à dire, Lorraine? Et toi, tu as des trucs à dire? Moi, j'en ai parlé hier avec un pote programmeur, justement. Et donc, on réfléchissait un peu à comment ça pourrait servir. Lui, il me disait qu'effectivement, le ChatGPT était quand même assez bon en termes de reconnaissance de l'émotion, de la tonalité, en tout cas d'un discours. Donc, il y a des pistes peut-être là-dessus qui pourraient explorer. On se posait la question, par contre, de la responsabilité aussi par rapport aux soins, parce que troubles psychiques, à un moment donné. Donc, je pense que pour la question d'orientation, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, ils avaient fait des trucs, alors on n'est pas dans l'IA, mais ils avaient donné des questionnaires sur tablette aux gens qui passaient aux urgences, les questionnaires sur la souffrance psychique, et notamment sur les questions peut-être de trauma, de viol, etc. Et les gens pouvaient répondre sur les questionnaires, s'adresser effectivement à l'outil informatique, en tout cas, pour donner des éléments. Et donc, je pense que là-dessus, déjà, si on commençait par peut-être ça, c'est un peu ce qu'on demande, mais il faudrait le repenser avant que les patients qui mettent leur motif de consultation, etc. Après, c'est assez sommaire.
faudrait peut-être aller sur des choses peut-être un peu plus détaillées et peut-être qu'effectivement, on pourrait partir de certaines consultations avec déjà un ensemble de données qui nous permettrait d'approfondir et d'aller tout de suite un peu plus loin. Donc, je verrai peut-être cette utilisation dans un premier temps. Après, de là, effectivement, avoir un outil qui va pouvoir remplacer, je ne sais pas si on en est là encore. Par contre, effectivement, un outil qui pourrait donner 2-3 conseils, renvoyer vers des liens utiles, des conseils pour quelqu'un qui serait anxieux, effectivement, ça c'est quelque chose qui pourrait repérer, je pense, une analyse des rythmes du sommeil avec effectivement des conseils aussi en termes de règles d'hygiène du sommeil, des choses comme ça. Pour des choses un petit peu simples comme ça, il me semble que ça pourrait être possible. Après, voilà. Comme une guidance. Merci. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et moi, je trouve que ce que tu viens de dire est extrêmement pertinent. C'est gentil. Nicolas? Oui, mais dans les DIGA, dans les fameux DIGA allemands, c'est-à-dire les digital thérapeutiques, c'est soutenu par l'assurance maladie. On va accélérer en France dans les mois et années qui viennent. La santé mentale est un des grands sujets exploratoires, notamment parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est capable de lire les faciès et les signes. Il y a les traitements de questionnaires qui permettent d'affûter la précision des questions et leur interprétation, et notamment qui sont intéressants dans la détection et le suivi et l'anticipation des rechutes. C'est vraiment ça qui va arriver demain, et c'est d'abord et avant tout fait pour aider les médecins et pas se substituer à eux. Je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant à comprendre. En tout cas, dans une c'est des démarche sujets présente. qu'on va nécessairement suivre. Je pense que dans une démarche préventive, il y a toute sa place et il y a vraiment plein de choses qui pourraient être intéressantes, ouais, carrément. Moi, j'ai une question à vous poser. On ne l'a pas évoqué. Je sais que ça fait toujours débat. Mais alors, on a vu, il y a souvent une approche intégrative, c'est-à-dire on a tout son savoir concernant les psychothérapies et la psyché, et puis on va un peu jongler, et puis voilà, ça va être une sorte de danse. Mais on a vu pas mal d'articles sur la psychanalyse, on a vu des séries très popularisées sur la psychanalyse. La psychanalyse solo en téléconsultation. J'aimerais bien avoir l'avis d'Alexandre et de Lorraine là-dessus. Tu veux y aller? Alors, la psychanalyse, pour moi, tout outil solo n'est pas viable. Voilà. En psychothérapie, ce n'est pas viable. Voilà. Alors, il va y avoir beaucoup de détracteurs, si des personnes, j'espère qu'il n'y a pas trop de psychologues qui vont entendre ce webinaire. Mais pour moi, une méthode n'est pas viable. La neuropsychologie ne se suffit pas à elle-même. La psychanalyse ne peut pas se suffire à elle-même. Pour moi, ce n'est pas viable, ce n'est pas souhaitable. Parce qu'on peut soi-même s'enfermer dans quelque chose, et on peut enfermer la personne également dans une méthode qui peut ne plus lui correspondre au bout d'un moment. Donc après, évidemment, on peut toujours changer de praticien, mais s'ouvrir à… Et d'ailleurs, il y a eu des guerres d'obédience en psychologie qui commencent à se réduire aujourd'hui. On va de plus en plus, et très peu de psychologues ne se disent pas intégratifs aujourd'hui. Donc, des neuropsychologues qui font de la clinique, des cliniciens qui vont vers les TCC, et puis des psychologues sociaux qui vont vers la psychologie du travail, etc. Donc, moi, je trouve que c'est mettre du lien entre… voilà. Merci Lorraine. Moi, j'ai un de mes mentors en psy qui ne fait effectivement que de la cure psychanalytique. Par contre, il travaille en direct avec un psychiatre, un autre psychiatre qui s'occupe, il est psychiatre, avec un autre psychiatre qui s'occupe des traitements. Donc, il a quand même cette vision-là, mais il renvoie, c'est-à-dire que lui s'occupe que de la cure et il laisse l'autre psychiatre se charger de la partie par exemple médicamenteuse. Mais c'est quelqu'un qui est aussi très… Et donc, il fait ça, je le vois faire parfois, justement, on était parti au Maroc, il avait quelques consultations, donc il les faisait à cette occasion, donc ça fonctionnait bien selon lui, mais c'est quelqu'un aussi de très intégratif, qui va être dans les neurosciences, etc. Donc, effectivement, il fait de la cure psychanalytique, mais je ne sais pas la façon dont il le fait, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas restreint, sa vision des choses ne se restreint pas à la psychanalyse. Merci Alex. Nicolas? Oui, moi, juste pour la boutade, dans une émission avec Michel Lejoyeux, patron du CNP Psychiatrie en France, à l'interrogation de savoir quelle était l'utilité de la psychanalyse dans les troubles anxio-dépressifs, sa réponse est de dire que la psychanalyse est un outil parfaitement utile en termes individuels pour le développement personnel, mais rien n'a prouvé son utilité en termes thérapeutiques sur les éléments de médecine factuelle.
Donc voilà, je trouve que c'est assez brutal. Mais c'est assez clair. Hein. Donc, dans l'utilité en télémédecine, je pense que ça n'a pas de différence entre le présentiel et le distanciel. Là, pour le coup, ça doit rester à sa place. Tel était le message de Michel Lejoyeux. Ok, super, Nicolas. Alors, on a bientôt fini, là, dans 2-3 minutes. Alors, moi, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui a été confirmé par je vais vous parler un peu de psychothérapie. On va faire un grand écart. On va aller aux États-Unis. Donc, je pense que tout le monde a vu des papiers passer sur les thérapies assistées par psychédéliques. Je ne sais pas si vous avez vu des papiers passer là-dessus, sur thérapie sous kétamine, psilocybine, LSD, donc qui sont très étudiés actuellement outre-Manche et surtout aux États-Unis, notamment dans l'addiction. Il y a déjà eu beaucoup d'études auparavant. Et pour vous dire à quel point il y a un grand écart par rapport à d'autres pays, en Californie, en gros, il existe des téléconsultations avec des psychothérapeutes qui envoient au préalable, il y a déjà des séances de psychothérapie qui sont faites au préalable, et ensuite, si le patient est retenu, il va recevoir une dose de psychédélique chez lui, et ils vont réaliser donc une téléconsultation assistée par psychédélique. Donc avec des produits qui effectivement modifient la conscience, potentiellement donnent des hallucinations. Et alors là, je parle d'un cas extrême parce que c'est en téléconsultation, mais a priori, c'est une nouvelle tendance qui se dessine, ce type de thérapie un peu augmentée ou assistée. Voilà. Ouais, bon, on a une association, alors c'est un petit peu plus, comment dire, ça sort un peu des cadres, on est là, on se dit waouh, mais finalement, c'est quand on met un antidépresseur, c'est pas du sucre hein, non plus, hein, donc ça fait et pourquoi pas, ouais. C'est vrai que ça s'emploie beaucoup aussi. Je crois qu'il y a un médecin psychiatre à Boston qui travaille sur les soins palliatifs. Et c'est vrai que c'est très intéressant face aux angoisses de mort et aux détresses existentielles qui créent énormément d'impuissance dans les équipes de soins. Les substances psychédéliques ouvrent encore alors une 4e dimension, la dimension spirituelle en fait, qui peut être une dimension très très assistante dans ces situations-là en fait. Donc après, en téléconsultation, en soins palliatifs en plus, ça, je ne sais pas. Ouais, là, on est sur un autre domaine. Écoutez, il est 19h59, on va finir à temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à poser, mais en tout cas, c'était super intéressant. Je tiens à remercier vraiment Lorraine et Alex qui ont été super disponibles pendant toute cette semaine pour ce webinaire. On espère renouveler tous ces événements. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir à nouveau échanger. Nicolas, un petit mot ? Ouais, je voulais remercier là, au nom de la direction médicale. César, merci pour tout ce que tu as organisé. Et puis, nos confrères et consoeurs de la direction médicale sont pas forcément pu se joindre à nous, mais on fera d'autres séminaires, pas forcément sur la santé mentale, mais où ça sera extrêmement intéressant. On en a d'autres prévus sur l'innovation, on a quelques idées en tête, là rien n'est arrêté, mais dans des formats qui pourront sans doute varier. L'objectif est qu'on puisse progresser ensemble, avoir ces échanges et on aurait encore envie de poursuivre là, entre la place du cannabis, la place des opioïdes aux États-Unis sur ce qui est prouvé, pas prouvé. Il y aurait de belles discussions avec l'impact sur la mortalité et les espérances de vie, ça serait magnifique. Mais il faut bien clore, donc suite au prochain numéro. Et merci à vous de vous être connectés. On a été 52, je crois. Donc, une belle participation, quasiment avec une stabilité jusqu'à maintenant. Donc, un grand merci à tous. Et merci à tous. Que vous avez appris des choses. Merci Alexandre et merci Lorraine. Merci à tout le monde. Et juste, pensez peut-être à aller voir aussi, il y a des petits liens avec des petits liens utiles, des choses comme ça, des outils. Et aussi, je vous conseille ce bouquin, c'est une amie qui a écrit ça s'appelle Aider. C'est adressé aux proches de patients en souffrance et c'est un peu une bible du parcours en soins psychiques, des différentes psychothérapies, de qui fait quoi, etc. Donc voilà. Il y a aussi un livre, La médecine générale en pratique, je crois, où il y a à la page 50, un truc comme ça, un truc qui reprend un peu les psychothérapies. Donc, il y a pas mal de choses utiles. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi dans les liens que vous a donnés. Super, Alex. On a une question d'Isabelle. Une dernière question, peut-être. Isabelle, tu as levé la main, non? Ou non, c'est une fausse manœuvre. Je voulais dire merci simplement. Johanna aussi? C'est l'activité physique de fin de journée. C'est toujours. Voilà. Johanna en tout cas, merci beaucoup.
Merci. J'avais juste une Bonsoir dernière à question tous. par rapport à Joanna. l'accès. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Super. En fait, juste par rapport à l'accès, parce que moi, les patients, la première chose qu'ils me demandent, c'est combien ça coûte? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que c'est remboursé? Et pendant un moment, il y avait Ouais. cette discussion sur les 5 séances à l'année remboursées sous Ouais. prescription. Ça marche, ça, ou pas? Alors, C'est ouais, donc 8 ça, c'est une excellente question. Ouais. Oui, Je crois que alors c'est c'est 8 séances, je crois, et c'est Oui. avec les psychologues conventionnés. Alors, c'est des consultations qui sont assez courtes, je crois, courte. C'est une demi-heure, il me semble, à peu près. Après, ça peut dépendre. Il faut aller sur mon parcours psy, Psy.fr. Ouais, Google. Voilà. alors, nous, on n'est pas intégré dans le dispositif PSI. Pourquoi? Parce que la première évaluation, elle doit être présentielle. C'est certains psychologues qui sont conventionnés sur certaines pathologies, sur un adressage du médecin. Ce qu'il faut retenir chez nous, c'est qu'on ne rentre pas dans ce dispositif. Par ailleurs, en revanche, nos psychologues, la plupart des mutuelles remboursent les premières séances de psychothérapie. Donc ça, il faut vraiment le retenir, c'est hyper important. Donc, nous, on n'est pas dans ce dispositif qui est quand même très décrié. On ne va pas partir sur la politique, mais ce dispositif, il est très décrié par les psychologues parce qu'il est un peu hors sol. Donc voilà, ce n'est pas le moment de faire de la politique là-dessus, mais en gros, il doit être amélioré. Donc nous, on n'est pas dans ce dispositif. En revanche, il faut que les patients se renseignent auprès de leur mutuelle. Ils ont très probablement des remboursements de nombreuses séances. Et donc, pensez à adresser les patients aux psychiatres et aux psychologues pour les troubles psychiques, mais aussi pour les troubles addicts. On a beaucoup de patients qui fument, aux patients qui ont des douleurs chroniques, aux patients qui ont des troubles gynéco, dysménorrhée avec des composantes émotionnelles, aux patients qui sont en burn-out. Enfin, je vous l'ai dit, hein, on est entre 5 et 10% des motifs de consultation. Donc, ça veut dire que sur des grosses journées de 2000 patients, on a probablement 200 patients qui sont en souffrance psychique. Alors, il ne s'agit pas de faire le forceur, hein, mais il faut y penser. Il faut y penser et tous nos psychologues ont cette formation et sont tout à fait capables d'avoir des approches intégratives et d'aider de nombreux patients. Et plus on agit tôt chez ces patients jeunes, plus on sera efficace et plus on évitera les complications. Voilà, c'est le mot de la fin. Je peux me permettre un complément, César, sur les complémentaires santé. Souvent, elles ont remboursé 4 fois 60 € et les dispositifs, ça a été mis en place pendant le Covid, et les dispositifs perdurent. Donc, que vos patients aillent vraiment se renseigner, on le répète, sur la garantie de complémentaires santé. Elles sont toutes différentes maintenant, avec un socle important qui est de 4 fois 60 €, me semble-t-il, qui perdure. Voilà.